Daniel Haïk. Bonjour Rudy. Alors la tension a de nouveau grimpé dans le golfe Persique après l'attaque iranienne contre un hélicoptère de combat américain. Oui, vous le savez, cela s'est passé hier en début de soirée au-dessus du détroit d'Ormuz. C'est le président américain Donald Trump lui-même qui a informé sur les réseaux sociaux de cette attaque iranienne en affirmant tout simplement « Nous devons réagir ». Et effectivement, peu après, l'armée américaine a bombardé plusieurs positions iraniennes, en particulier près du port de Sirik et dans la région de Bandar Abbas. Le président américain a à nouveau tweeté pour affirmer que la riposte américaine restait proportionnée à l'agression des Iraniens. Et puis, égal à lui-même, Donald Trump a continué à exprimer son intime conviction qu'un accord allait être signé entre les États-Unis et l'Iran. Quant aux gardiens de la révolution iranienne, ils ont annoncé avoir riposté à l'offensive américaine en frappant des bases américaines dans le golfe Persique. Oui, il s'agit apparemment d'une base militaire au Bahreïn et d'une autre au Koweït. Et puis toujours selon les gardiens de la révolution, une attaque se serait produite également contre une base américaine en Jordanie, une base qui accueille des avions furtifs américains F-35. Au total, les Iraniens auraient frappé 21 cibles américaines dans la région en riposte donc au bombardement de l'armée américaine. Et justement, les responsables iraniens n'ont apparemment pas froid aux yeux. Ils multiplient leurs déclarations arrogantes. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré qu'en dépit de leurs échecs sur les champs de bataille, les Américains ont choisi de mettre à l'épreuve notre détermination. Nos forces armées ne laisseront aucune menace ou frappe sans réaction, a dit Araghchi. L'histoire du golfe Persique renferme de nombreux chapitres qui détaillent le sort amer réservé aux envahisseurs étrangers. Fin de citation. Et puis Donald Trump a fait hier soir une déclaration sur Benyamin Netanyahou qui a attiré l'attention. Oui, cette fois il ne s'agit pas d'une insulte, comme cela s'est produit la semaine dernière lors d'une conversation téléphonique entre les deux hommes, mais d'un propos lié à la campagne électorale en Israël. C'est une question ouverte que de se demander si Netanyahou lui-même a l'intention de se présenter aux prochaines élections, a dit le président américain. Personnellement, je ne le sais pas. Netanyahou a eu une formidable carrière et je ne sais pas s'il veut continuer. C'est le leader d'un pays en guerre. Nous allons remporter la guerre, a dit au passage Donald Trump. C'était sur la chaîne ABC. Et puis ce matin encore, nous devons mentionner un incident incroyable qui s'est produit hier près du moshav de Margaliot, à la frontière entre le Liban et Israël. Oui, il s'avère qu'un terroriste du Hezbollah a réussi à franchir hier, ou probablement ces derniers jours, la frontière internationale entre Israël et le Liban et a pénétré impunément à l'intérieur du territoire israélien. Ce terroriste qui avait revêtu l'uniforme du Hezbollah s'est caché dans une position militaire israélienne abandonnée. Il a été découvert par hasard vers 13h hier par un soldat de l'unité de logistique de Tsahal qui avait repéré un début d'incendie à proximité. Le soldat qui a alerté une unité combattante de Tsahal, la patrouille a identifié le terroriste, a ouvert le feu dans sa direction. Le terroriste a réagi, mais il a très rapidement été abattu par les soldats de cette unité. C'est un événement assez rarissime, il faut l'avouer. Et le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, a décidé lui-même d'enquêter afin de déterminer les circonstances de cet incident. Oui, effectivement, c'est un incident qui aurait pu avoir des répercussions gravissimes. Et alors, on se demande au sein de l'armée israélienne comment le terroriste a pu passer à travers les forces israéliennes qui sont déployées, vous le savez, massivement au sud du Liban, dans ce qui est appelé la nouvelle zone de sécurité. Et puis, comment a-t-il pu franchir la frontière sans être repéré ? Combien de temps est-il resté en territoire israélien ? C'est donc le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, qui enquêtera presque personnellement pour tenter de déterminer les circonstances de cet incident assez incroyable. Et dans ce contexte, l'ONU accuse des habitants de localités juives de Judée-Samarie d'avoir commis des violences sexuelles contre des Palestiniens. Oui, ces accusations figurent dans un nouveau rapport de l'ONU, un nouveau rapport hostile à Israël. Il s'agit d'un rapport de la Commission d'enquête internationale de l'ONU qui assimile les actes de terrorisme palestinien aux actes de vandales juifs israéliens qui s'en prennent à la population civile palestinienne en Judée et Samarie. Et le rapport parle de violences physiques et même sexuelles répétées contre des civils palestiniens de la part d'habitants juifs des territoires. Il prétend, ce rapport, que ceux qu'il appelle les colons ont pris délibérément pour cible des femmes et des jeunes filles palestiniennes. Et puis pour terminer, Daniel Haïk, hier soir, 12 des chefs des yeshivot Hesder ont annoncé leur décision de cesser l'enrôlement de leurs élèves dans des unités de blindés de Tsahal. Oui, il faut rappeler que les yeshivot Hesder, ce sont des unités des yeshivot qui concilient l'étude de la Torah et le service militaire, souvent dans des unités combattantes.
Eh bien, ils ont pris cette décision, les 12 chefs de Yeshivot Esder, à la suite d'une décision de l'état-major qui voudrait intégrer des femmes soldates dans les unités de blindés de Tsahal. Les rabbins refusent catégoriquement car cela porte, selon eux, atteinte aux convictions religieuses de leurs élèves pour des règles de pudeur. Ils déclarent qu'il est formellement interdit de servir dans des unités mixtes où garçons et filles sont mélangés, en particulier donc dans les blindés. Au sein du forum féministe Dvorah, on s'est insurgé par la démarche de ces rabbins et l'on affirme qu'il s'agit de rabbins extrémistes qui appellent à la désobéissance, et ce en pleine guerre alors que Tsahal souffre, je cite, d'une pénurie de soldats. Fin de citation. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv, 26 à Haïfa, 32 à Beersheva et 38 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yehuda Weinrob. Yehuda, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant, maître de conférence au collège d'enseignement supérieur de Rishon LeZion. Avec vous, je voudrais d'abord que l'on revienne sur cet épisode qui est du début de la semaine, avec cette guerre des 17 heures entre l'Iran et Israël, la position des Américains et ce que j'ai appelé l'inconstance de Donald Trump, c'est le moins que l'on puisse dire. On va après, ensuite, dans la seconde partie de notre entretien, revenir sur un sujet qui vous tient à cœur, c'est de faire une comparaison entre l'utilisation de la sémantique du narratif dans les médias internationaux, la différence et les comparaisons à faire entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans ou 30 ans au moment de la première guerre du Liban, lorsque vous-même étiez porte-parole des médias internationaux, porte-parole de Tsahal pour les médias internationaux. Voilà, je l'ai dit. Alors, d'abord, Yehuda, la première question que l'on se pose, c'est véritablement, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de se ridiculiser à multiplier les menaces, les tentatives de concilier la chèvre et le chou, d'une certaine manière, vouloir tout obtenir, à la fois tirer, même on a vu hier la réaction des Américains au tir sur un hélicoptère, au tir des Iraniens sur un hélicoptère. Effectivement, il a dit il faut réagir, donc il a réagi, mais en même temps il dit non, on va continuer à négocier. Est-ce que c'est très sérieux? Je pense que, bien sûr, c'est très critique ce qu'il fait, mais c'est sûr que le président Trump brigue une résolution du conflit avec l'Iran, surtout sur le plan nucléaire. Pour lui, c'est important qu'il puisse dire que j'ai obtenu un accord avec l'Iran sur le nucléaire. C'est pour cette raison qu'il ne tolère pas aucune action qui peut mettre en menace ce but qu'il a pris pour lui. Bien sûr, là, il y a une divergence avec Israël. Israël voudrait bien voir l'accord avec l'Iran s'il peut se réaliser, mais à part cela, elle a ses propres intérêts. Elle ne tolérerait pas qu'il y ait une égalité entre l'Iran et une liaison entre l'Iran et le Liban. Et si Israël est attaqué, soit du Liban, soit de l'Iran, elle cherche à riposter, ou elle voudrait riposter pour qualifier tout cela. Donc, il y a une certaine divergence d'opinion. Sur le plan rhétorique, il y a des comptes rendus dans les journaux qu'il y avait un échange assez acerbe entre Bibi Netanyahu et Trump. D'autres voudraient dire que c'est plutôt une sorte de querelle d'amoureux, mais quand même, il y a une confluence d'intérêts, mais pas vraiment une congruence sur beaucoup de faits. Je vais vous donner une information qui a été publiée hier. Il semblerait que Donald Trump ait, depuis l'arrêt des combats, affirmé qu'un accord entre l'Iran et les États-Unis était imminent
à 37 reprises. 37 fois, Donald Trump a dit « Nous sommes dans un accord entre les États-Unis et l'Iran est imminent ». Est-ce qu'on peut véritablement mener une politique, une diplomatie internationale à ce très haut niveau, au niveau de la superpuissance que sont les États-Unis, en multipliant des phrases qui ne veulent rien dire et qui n'ont aucun effet, si ce n'est que de présenter le président américain comme, on va dire, quelqu'un qui n'est pas constant et qui a, on va dire, la parole facile et dont la parole n'a aucune valeur aujourd'hui. Oui, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui est là derrière cela, mais il faut voir que aussi les pressions internes se multiplient aux États-Unis. Oui. Et dans quelques mois, 5-6 mois, il y aura les élections mi-terme. Bien sûr, le président Trump ne se présente pas à ces élections, mais les membres de son parti dans le Congrès, dans le Sénat, se présentent. Et il risque de perdre la majorité maintenant que les républicains possèdent dans ces deux chambres. Donc, il est important pour lui de trouver une solution, de pouvoir déclarer une victoire, même si c'est une victoire assez élusive. Et il faut le voir ça dans le contexte interne aussi bien que dans le contexte international. Et l'Iran essaie de mener Trump, essaie de continuer ces négociations parce que les Iraniens pensent que tôt ou tard, soit le président ou son parti va perdre dans ces élections. Et bien sûr, dans 2 ans, il y aura encore des élections présidentielles. Alors tout cela, c'est plutôt préoccupant pour l'État d'Israël parce qu'on a véritablement le sentiment que l'État d'Israël aujourd'hui, face à la menace iranienne, eh bien, il reste tout seul. Je ne suis pas sûr qu'il restera tout seul, mais il y avait une menace faite par Trump que si vous continuez, si vous poursuivez vos attaques, vous risquez d'être tout seul. Mais par contre, même si on regarde au sein de l'administration de Trump, il y a des différences entre J.D. Vance, qui soutient Israël, mais qui dit absolument qu'il doit y avoir cet accord, et Mario Rubio, qui est beaucoup plus farouche, qui soutient chaque action qu'Israël fait. C'est une période un peu ambiguë maintenant, ouais, nébuleuse, mais je pense que quand même, il y a une confluence d'intérêts. Israël est important dans cette alliance pour que les États-Unis se présentent comme un défenseur du Moyen-Orient, des pays du Golfe. Et il faut absolument qu'Israël soit dans cette équation. Il faut qu'Israël soit dans cette équation, et effectivement, et c'est aussi l'un des signes, l'un des indices de préoccupation aujourd'hui dans cette équation. Je voudrais revenir avec vous sur un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Vous avez été porte-parole vous-même de Tsahal pour les médias internationaux pendant la première guerre du Liban, et vous avez remarqué, en tout cas dans vos recherches, qu'il y a aujourd'hui, on va dire, vous avez fait une comparaison au niveau de l'utilisation d'une forme de sémantique, de terminologie, à l'époque déjà en 1982, 85. Oui, 44 ans. Voilà, 44 ans, et jusqu'à aujourd'hui, on peut comparer, on peut dresser une comparaison dans la manière dont on explique une situation dans les médias internationaux. Je pense absolument. J'étais le commandant d'un groupe de réflexion et puis le commandant d'un centre de presse qu'Israël, où les forces de défense d'Israël avaient mis à Beyrouth. Mais quand j'ai revu la presse de cette époque-là, je vois qu'il y a une ressemblance très, très curieuse entre les narratifs qu'on entendait à cette époque-là que maintenant. Il y avait des clichés qui étaient antisémites, des clichés erronés comme
la comparaison entre Israël et les nazis. Déjà à l'époque, c'est-à-dire déjà en 1904. À l'époque. C'était par exemple dans quels médias, dans quels journaux? C'était des journaux américains? Il y avait dans les journaux les plus importants où il y avait une telle critique. Il y avait aussi des simplifications. On utilisait des descriptifs très très exagérés. Les villes de Saïda et de Tyr étaient décimées, puisque si on regardait les photos aériennes avant et après, ou si on même montait sur la tour de Saïda, on voit qu'il y avait bien sûr des dégâts, mais surtout dans les axes d'avance et dans certains bastions de résistance palestinienne. Et aussi, il y avait les rédactions qui dictaient ce que devaient être les reportages. J'accompagnais une fois un journaliste d'un hebdomadaire très très connu, et j'ai voulu voir que déjà qu'Israël a rétabli l'ordre. Il y a les hôpitaux, il y a la police libanaise qui fonctionne pour la première fois. Il dit oui, mais cela n'intéresse pas la rédaction. La rédaction a demandé trouver les réfugiés, parce qu'il y avait des camps de réfugiés in Hillway où il y avait l'OLP. Ils s'étaient échappés. Bien sûr, on a trouvé certaines. Ils ont enregistré un débat que j'avais avec leur porte-parole à eux. Mais c'est-à-dire cette décision de comment couvrir ces nouvelles était décidée par la rédaction. Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait quand même une ressemblance. Il y avait aussi une autocensure. Une très grande agence d'actualité un des reporters m'avait dit j'ai un stringer, un représentant à Damas, je sais ce qui se passe, mais si je publiais exactement mot à mot ce qu'il m'avait dit, je mettrais en danger sa vie. Donc il a mesuré un peu ses paroles. Il y avait aussi la tendance même antisémite de voir que Israël a entamé une opération avec une fureur biblique. Ah oui. Dans un journal, l'œil n'est pas seulement pour un autre œil, mais pour le corps entier. Oui. Et aussi de représenter cette opération comme une sorte d'opération de représailles démesurée, au lieu de voir que c'était une réponse à des années d'attaque palestinienne. Alors on le voit. C'est très intéressant comme étude, comme recherche. Votre conclusion, parce qu'il nous reste 1 minute avant de terminer notre conversation. D'abord, il y avait certaines fautes de nous. Il faut la presse compte. Il faut tenir compte qu'au Liban, au début, on avait limité, pour des raisons de sécurité de nos forces, on avait limité l'accès des journalistes pendant 3-4 jours. Mais la presse existait à Beyrouth. Beyrouth était un centre médiatique. Et tout comme aujourd'hui, il y a la presse des réseaux sociaux qui sont sur le terrain. Alors, on ne peut pas abandonner la presse. S'il y a des exagérations ou des inexactitudes, il faut absolument les contredire en real time. En temps réel. Alors, je pense que ce sont les leçons les plus importantes. Eh bien, c'est très intéressant de nous avoir permis de
faire cette comparaison et de nous rendre compte finalement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Du côté, plus ça change, plus ça reste le même. Plus ça change, plus ça reste la même chose. Et là, cette terminologie, effectivement, les termes de bibliques reviennent aujourd'hui aussi dans la couverture médiatique, on va dire, de ce conflit actuellement. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Dr Yehuda Weinrop, de nous avoir éclairé sur ce sujet, de nous avoir aussi donné votre appréciation sur les faits et gestes de Donald Trump que nous avons du mal à décrypter. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut l'avouer. Voilà, merci beaucoup encore, Yehuda Weinrop. Je vous en prie. Voilà, il est 8h23 sur Radio Kalita. Je vous propose justement d'écouter. La communication numérique est devenue une nouvelle arme en temps de guerre. Aujourd'hui, les dirigeants ne parlent plus seulement depuis des tribunes officielles ou par communiqué diplomatique. Ils parlent directement sur les réseaux, en temps réel, sans passer par les filtres traditionnels. Netanyahou, Macron, Trump et bien d'autres l'ont compris. La communication politique passe désormais par les plateformes numériques. Ce n'est plus une exception, c'est la norme. Mais dans la crise entre Trump et l'Iran, cette communication a franchi un nouveau cap. Elle ne sert plus seulement à informer ou à convaincre, elle est devenue une arme de pression, presque un outil de guerre. Ces dernières semaines, Donald Trump a affiché publiquement son impatience face aux réponses de Téhéran dans les négociations. Sur l'application Truth Social, il alterne entre deux messages. D'un côté, il laisse entendre qu'un accord avec l'Iran est possible, peut-être même proche. De l'autre, il répète que les États-Unis restent prêts à frapper très durement si les discussions échouent. En face, l'Iran répond lui aussi par la communication numérique. Les responsables iraniens dénoncent la pression de Trump, tournent en dérision son tempérament et rappellent qu'ils disposent eux aussi d'une capacité de riposte. Résultat, la négociation ne se joue plus uniquement autour d'une table. Elle devient aussi un duel de messages où chaque camp parle autant à l'adversaire qu'à son propre public. Et pendant ce temps, les discussions continuent par des canaux plus classiques avec des intermédiaires comme le Pakistan. C'est là que naît la confusion. En coulisses, on négocie, en public, on menace. Pour le public, le message devient difficile à lire. Sommes-nous proches d'un accord ou proches d'une attaque ? C'est là que la communication numérique devient dangereuse. À force de messages, de contre-messages et d'images spectaculaires, parfois générées par l'intelligence artificielle, tout peut être surinterprété. Un post devient un signal stratégique, une image, une preuve, une menace, une décision. Dans le cas Trump-Iran, la communication numérique n'accompagne plus seulement la crise, elle devient l'un de ses champs de bataille. Elle donne l'impression de tout montrer, mais elle peut aussi brouiller notre perception. Alors, face à cette guerre numérique, un mot de conclusion, méfiance. Les quotidiens israéliens, mais surtout les sites d'information nous indiquent ce matin le pic de tension enregistré hier soir entre l'Iran et les États-Unis. Un pic de tension qui est intervenu à la suite des tirs iraniens qui ont abattu un hélicoptère de combat américain de type Apache dans le détroit d'Ormuz. Certes, les pilotes de l'hélicoptère n'ont pas été blessés, ils ont réussi à être évacués, mais Trump a déclaré sur son réseau social « Nous allons devoir riposter à cette attaque ». Quant au chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, il a été très clair, nous maintenons un état d'alerte immédiat afin de pouvoir reprendre les combats en Iran. Et pour avoir une forme de panorama plus précise, eh bien, il faut ce matin consulter également les sites d'information israéliens qui annoncent que l'armée américaine a bel et bien riposté à l'attaque qui a permis la destruction de cet hélicoptère Apache et a frappé au moins 3 positions iraniennes donc dans la région du détroit d'Ormuz.
Les quotidiens et les sites d'information reviennent sur ce qui s'est passé également en début de semaine et qui a conduit à cette guerre des 17 heures entre l'Iran et Israël. Dani Citrinovitch, dans le Israël Hayom, explique que toutes les menaces proférées n'ont plus d'effet dissuasif sur les Iraniens et de facto, la situation d'Israël s'est dégradée. La situation complexe dans laquelle l'État d'Israël se trouve est la conséquence de démarches erronées selon lesquelles des bombardements contre des cibles iraniennes pourront entraîner un changement stratégique face au régime des Mollahs et même aller jusqu'à la chute du régime, écrit Citrinovitch, mais cela ne s'est pas produit. Et dans le Maariv, le Premier ministre Binyamin Netanyahou affirme qu'il est possible que nous ayons à faire face à la menace iranienne tout seul, sans l'aide des Américains, tandis que Donald Trump, lui, a déclaré à une chaîne de télévision américaine, la chaîne ABC, « Je me demande si Binyamin Netanyahou veut continuer à se présenter aux prochaines élections législatives en Israël », une déclaration intéressante du président américain. La manchette du Yediot Ahronoth de ce matin est consacrée à la tension toujours très forte au sud Liban. Israël fait montre de présence massive, titre ce matin le Yediot Ahronoth en nous montrant une photo d'un bombardement israélien contre une position du Hezbollah au sud Liban hier. Tsahal confirme: nous avons augmenté notre activité dans la région, nous sommes très profondément installés au-delà du Litani et nous ne devons pas arrêter maintenant, affirment les officiers supérieurs de Tsahal. Mais les habitants du nord d'Israël qui n'ont pas repris une vie normale reconnaissent qu'ils sont actuellement désespérés. Le Israël Hayom consacre une partie de sa première page ce matin au nouveau projet de loi que les partis orthodoxes préparent. Il s'agit d'un projet de loi fondamental sur l'étude de la Torah qui, de facto, aligne le statut des élèves des yeshivot à celui des soldats combattants de Tsahal. Le Israël Hayom nous explique que ce projet de loi controversé devrait malgré tout être voté en première lecture dans les tout prochains jours. Selon le Israël Hayom, ce projet de loi est actuellement trop radical. Il légitimise le refus de servir dans Tsahal et il pourrait être atténué dans les prochains jours ou peut-être lorsqu'il reviendra en commission de préparation des lois. Et en page intérieure, il faut lire ce matin l'éditorial de Maya Ohana Moreno, la veuve du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, qui est l'un des grands héros d'Israël. Dans cet éditorial, elle écrit « Je considère l'étude de la Torah comme une valeur de base pour l'État d'Israël, mais la Torah nous enseigne qu'il faut l'étudier et l'approfondir afin de mettre en application ses commandements dans la vie de tous les jours. Alors celui qui veut faire voter une loi visant à encourager l'étude de la Torah ne peut se taire lorsque cette même Torah nous enseigne que c'est une mitzvah, un commandement d'aller au combat dans une guerre comme celle que nous vivons, écrit-elle ce matin dans le Israël Hayom. Quant à Yifat Erlir, toujours dans le Israël Hayom, elle affirme que ce projet de loi initié par les orthodoxes que la coalition veut apparemment promouvoir n'est rien d'autre qu'une profanation du nom divin, affirme-t-elle ce matin dans son éditorial. Mais Rav Batito, dans son propre éditorial, mais cette fois dans le Yediot Ahronoth, parle du dernier bastion qui reste à conquérir. Et ce dernier bastion, ce n'est pas un bastion militaire, il ne s'agit pas du château du Beaufort, mais bel et bien de la Knesset. Mais Rav Batito entend ainsi mettre en garde face à l'activisme juridique des députés du Likoud et de la coalition gouvernementale à l'approche de la dissolution du Parlement. Elle accuse les députés de la droite israélienne de vandaliser l'état de droit et de faire de cet état de droit comme si c'était le leur, en présentant par exemple des projets de loi qui n'ont pas été correctement préparés, et ce dans un seul objectif, empêcher la formation d'une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Et puis ce matin, le site N12 de la chaîne 12 de la télévision israélienne nous propose un scoop purement politique en perspective des élections. Il s'avère que le Premier ministre Binyamin Netanyahou essaye d'éviter tout risque de perte de voix dans les partis de l'actuelle coalition et c'est pourquoi M. Netanyahou a l'intention de persuader Bezalel Smotrich, leader du parti sioniste religieux, et Itamar Ben-Gvir, leader de Force juive, de se présenter dans une seule et même liste comme il l'avait fait lors des élections de 2022 et apparemment, selon le site N12, Binyamin Netanyahou pourrait obtenir en contrepartie le feu vert du Likoud pour désigner 10 personnalités de son choix dans la prochaine liste électorale du grand parti de droite.
Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information insistent sur une décision importante, mais aussi problématique, une décision prise et annoncée hier par les directeurs des yeshivot Esder. Il s'agit de ces yeshivot du mouvement sioniste religieux qui parviennent dans leur programme à concilier l'étude de la Torah et le service militaire dans des unités combattantes de Tsahal. Les directeurs de ces yeshivot ont annoncé hier qu'ils interdisaient désormais à leurs soldats d'effectuer leur service militaire dans les unités de blindés de Tsahal. Explication, l'état-major de Tsahal s'acharne à placer dans les équipages de blindés de jeunes soldats et les responsables des yeshivot considèrent qu'en agissant de la sorte, l'état-major de Tsahal enfreint des règles de pudeur et de facto empêche les soldats religieux de s'enrôler dans des unités blindées. Le Yediot Ahronoth nous donne la liste de ces rabbins en colère qui, d'un côté, ont enseigné à leurs élèves l'importance du rôle de l'enrôlement dans l'armée israélienne et de l'autre de pouvoir continuer à être respectueux des règles de la tradition juive et de la halacha. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, ces rabbins aujourd'hui se trouvent dans un dilemme profond concernant la poursuite de l'enrôlement de soldats de Tsahal des unités du mouvement sioniste religieux dans des unités telles que les blindés de Tsahal. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Jérusalem Post et vous êtes experte pour le dossier des orthodoxes dont on parle beaucoup, il faut bien l'avouer, surtout en perspective de ces élections dont la date n'a pas encore été fixée. Mais c'est-à-dire, on avait bien compris que la loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot ne serait pas votée pendant ce mandat de la Knesset jusqu'à la dissolution du Parlement israélien. Et on voit soudain surgir, il y a quelques jours, un nouveau projet de loi, initié apparemment par Aryeh Deri, qui vise à assimiler, on va dire, le statut des élèves des yeshivot orthodoxes à celui des soldats combattants de Tsahal. Ça veut dire que, en fait, les élèves de yeshivot pourraient recevoir la même solde que reçoivent aujourd'hui des soldats de Tsahal qui combattent au Sud-Liban ou dans les différents fronts de l'État d'Israël. Alors, d'abord, je voudrais avoir votre avis sur cette question et vous nous expliquer comment on en est arrivé là. C'était pour, si vous voulez, un petit peu pour contrer un petit peu le mauvais effet du fait de la loi de l'enrôlement qui n'est pas passée. Tout le monde le savait que ça n'allait pas passer, c'était clair. Netanyahou n'avait aucun intérêt, il avait intérêt à gaspiller le temps, quoi, à faire attendre. Oui. Maintenant, il y a cette loi. Enfin, la loi, c'est ce qu'on appelle la loi des crèches, des mahonotes. C'est pas un nouveau projet. La nouveauté, c'est d'y inclure cette clause selon laquelle les étudiants des yeshivot auraient les mêmes conditions et les mêmes droits que les soldats combattants. Alors là, ça fait grincer les dents à beaucoup de gens, y compris, mais au Likoud surtout. Il y a beaucoup de gens qui se sentent très mal à l'aise avec cette clause, cette nouvelle loi. Maintenant, laquelle des deux est la pire du point de vue du Likoud, la loi sur l'enrôlement ou cette loi? Je crois que cette loi, parce qu'elle fait un effet de gifle en pleine figure aux combattants. Et les membres du Likoud, les électeurs du Likoud sont des gens à droite, donc bien sûr, mais leur capacité à fonctionner dans le cadre des unités de Tsahal est très étendue. Je veux dire, les électeurs du Likoud sont presque tous des gens engagés dans l'armée. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire que là, Aryeh Deri est en train de poser un piège à Binyamin Netanyahou et il le met dans une situation inconfortable? Moi, j'ai le sentiment que c'est une grande farce. Nous sommes sur les planches d'un théâtre d'absurde et que tout le monde fait toutes sortes de choses pour impressionner ses électeurs et pour faire des déclarations, alors que tout le monde sait que ces choses-là ne passeront pas la haute cour de justice. C'est ça. C'est très simple. Je veux dire, à partir du moment où la loi sera absolument entièrement qu'elle... Un petit problème de liaison avec Peggy Sidor. Peggy, on vous a perdu là? Peggy? Alors on va essayer de renouer le contact avec Peggy Sidor, retrouver parce que c'était intéressant de... Mais le fond de l'affaire, c'est que quelqu'un est en train de nous dire les jeunes qui ne vont pas à l'armée, alors qu'ils s'en sont parfaitement capables, on les voit dans les manifestations comme ils sont parfaitement capables, ne verront pas à l'armée, continueront à étudier plus ou moins,
tout le monde sait que tous ces jeunes n'étudient pas vraiment très sérieusement, pas tous. Pas tous, mais... Ils auront les mêmes droits que les soldats combattants. Mais ça passera pas. Lorsqu'on parle des mêmes droits que les soldats combattants, c'est-à-dire c'est la même solde, ce qui peut être important. Oui, les mêmes soldes, les mêmes conditions aussi. Ils ont toutes sortes de conditions. Il y a toutes les aides au logement. Il y a un tas de choses qui sont tout à fait justifiées par rapport aux soldats combattants et qui sont là un petit peu à se demander, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a très peu de chances pour que cette loi soit votée en seconde et troisième lecture? Elle peut peut-être être votée en lecture préliminaire ou en première lecture, mais après elle va, on va dire, elle va s'évaporer dans les tiroirs de la commission des lois? Alors, ça, c'est la première option. C'est la plus logique, d'ailleurs, puisque nous sommes proches de la fin de cette Knesset, donc il y aura la pause. Mais sinon, la loi sera adoptée et puis elle passera pas devant la Cour de justice. Mm-hmm. Et je crois que Netanyahou, assez cyniquement, je dois dire, le sait très bien. Alors, je voudrais avoir une précision, votre avis sur une question. Il y a une différence d'approche entre les Haredim Sfarad de Shas et les Haredim Ashkenaz du judaïsme de la Torah. Et apparemment, il y a même une différence d'approche entre les Hasidim de Agudat Israël et les Lituaniens de Degel HaTorah. Et on a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que Degel HaTorah aujourd'hui est l'élément, on va dire, le plus proche de l'opposition actuelle, c'est-à-dire de la gauche israélienne, qui est prêt, il serait prêt du côté des Ashkénazes lituaniens, on serait prêt à composer avec n'importe quel parti qui serait prêt à donner les conditions que le parti exige, en particulier au niveau de l'enrôlement des élèves des yeshivot, y compris donc si ça peut être le parti de Yair Lapid, ça peut être le parti d'Azenkot, de Bennett Lapid, pas de différence. C'est une bonne description de la réalité? Non, c'est une excellente description, c'est exactement ce qui se passe, sauf que les Lituaniens de Gafni ont fait des appels du pied à d'autres formations, donc Lapid, Bennett et même Eisenkot, et ils ont reçu ce qu'on appelle une épaule assez froide, parce que, Eisenkot, un ancien chef d'état-major, qui a perdu son fils tombé au combat, vous le voyez en train de favoriser une chose, c'est impensable. Mais ce qui est impensable aujourd'hui peut devenir réalité au lendemain des élections. Il suffit qu'il y ait des calculs difficiles à faire, qu'il manque quelques voix. Non, le ticket, ce qu'on appelle de Eisenkot, c'est l'égalité entre les combattants et les autres et favoriser les combattants et tout ça. Non, alors là, j'y comprendrais plus rien de ma vie si ça passerait chez Eisenkot. Bennett et Lapid, surtout, ont fait semblant des clins d'œil, tout ça, mais finalement, ça passera pas. Tout ça, je continue à dire, moi, j'ai le sentiment d'être dans un grand théâtre d'absurde où tout le monde se moque de tout le monde raconte des histoires, fait des clins d'œil, des appels de pied de l'un à l'autre, et finalement, à la fin de ça, il se passera rien. Maintenant, ce que vous avez soulevé, là, la question de chasse, c'est pas nouveau. Je crois que j'en avais parlé à votre studio, d'ailleurs, à votre micro, il y a pas longtemps. Chasse, la chose qui les terrorise le plus, c'est de voir des avantages pareils concédés au parti Haredi Ashkenaz, chez qui il y a un très bas niveau d'enrôlement à l'armée, alors que les électeurs de chasse, encore une fois, ce sont des électeurs qui, pour une grande partie, vont à l'armée. Oui. Donc, Gary est un petit peu entre les deux, il est coincé. Bon, il est très capable de tourner les choses, c'est pas nouveau, on connaît ses capacités. Il est toujours d'accord. D'ailleurs, même si officiellement il n'a plus cette position, il est très très bien arrangé avec Netanyahou. Ils sont tout à fait ensemble. Ils discutent très sérieusement ensemble. Moi, je pense que ce sera une des deux, et je pense plus pour l'aboutissement de la loi qui sera arrêtée par la Haute Cour de justice. Parce que ça, Netanyahou sortira les mains propres. J'ai tout fait. Oui. C'est pas de ma faute. Oui, ça on a bien compris. Je voudrais avoir aussi votre avis sur l'information d'hier, selon laquelle 12 responsables directeurs des yeshivot Esder. Alors là, on parle plus du public orthodoxe pour nos éditeurs, mais on parle du public sioniste religieux, les yeshivot Esder, qui permettent d'assimiler, de conjuguer l'étude de la Torah à un service militaire, souvent un service militaire dans des unités combattantes, se révoltent contre le fait que, dans l'armée israélienne, on veuille permettre
à des jeunes soldats de participer à toutes les unités, et en particulier aux unités de blindés, parce que se retrouver dans un tank en pleine guerre, disons 2 ou 3 élèves de yeshivot et une jeune soldate, ça risque de poser des problèmes. Ça pose des problèmes au niveau de la halakha, au niveau des règles de pudeur de la halakha, et les élèves, les directeurs des yeshivot qui encouragent leurs élèves à aller à l'armée, disent: jusque-là, on ne peut pas dépasser ce seuil. L'armée israélienne tente de faire rentrer des jeunes filles un peu partout, et ça risque de nous poser problème. Et donc, ils disent: il n'y aura pas eu des yeshivot dans les unités blindées, alors qu'il faut bien avouer, dans les unités blindées aujourd'hui, si je me trompe, corrigez-moi, mais il y a énormément d'élèves des yeshivot Esder. Alors, il faut quand même dire quelque chose dans le background, si vous voulez, de cette affaire, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes du sionisme religieux qui ne vont plus au yeshivot Esder, qui ne font plus dans ce parcours qui leur fait étudier 1 an et demi ou même 2 ans, et après leur service militaire. Ce qui était la couronne des résultats des acquis du sionisme religieux est en train d'un petit peu de s'effriter. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un service militaire entier. Ils vont directement à l'armée. Ils vont directement à l'armée. Okay, où ils passent par la case des années préparatoires des méchinotes. Voilà, exactement. Donc là déjà il y a un problème à la base dont on parle peut-être pas beaucoup, mais qui devient un réel problème. Les chiffres parlent, je veux dire, on sait de quoi on parle. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre. Je suis féministe et pour l'égalité de partout. Je ne comprends pas cette obstination de faire entrer dans le même blindé, dans le même tank, des filles et des garçons religieux. Qu'est-ce qui va se passer de grave si on fait au minimum des tanks séparés? Il y a des tanks dans lesquels c'est mixte, il y a des tanks dans lesquels c'est pas mixte. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le malheur qui va arriver à l'armée, à Tzahal? Il faut quand même pas exagérer avec ces choses-là. La société israélienne n'est pas encore prête pour ça. Personnellement, je suis pas emballée par l'idée que des femmes apprennent à tuer et à combattre. Je trouve pas dans ça une grande révélation féministe, mais bon, je vais certainement pas dire que les femmes ne devraient pas servir dans toutes les unités si elles le veulent et si elles en sont capables. C'est pas ça qui se dit. Mais pourquoi aller à l'encontre? Pourquoi mettre un doigt dans l'œil aux gens sur des choses qui sont vraiment importantes? Moi, en tant que femme, j'aurais pas voulu servir dans le même tank avec des garçons religieux. Franchement, je vous dis, je vois pas l'intérêt de cette obstination. Est-ce qu'il y a là peut-être une volonté de la part ou de l'état-major, ou on va dire de certains éléments de l'état-major? Je pense par exemple à la conseillère spéciale, ce que l'on appelle du Migdar, la conseillère spéciale pour les unités féminines, de dire, nous on est des véritables féministes, on est des libéraux, on va essayer d'intégrer des trucs, et qu'importe si on porte atteinte, dirons-nous, à certaines sensibilités de la part chez des sionistes religieux qui combattent souvent dans ces unités-là. Daniel, c'est inacceptable. Regardez, pour enrôler des Haredim, on a créé l'unité Hashmonaïm, dans laquelle ils ne voient pas l'ombre d'une femme dans leur base. Okay? Alors, on peut faire un gros effort pour enrôler quelques centaines. C'est pas encore une grande révélation. On n'a pas encore vu les dizaines de milliers de Haredim qui se joignent à l'armée, mais même pour ces chiffres qui sont pas vraiment très impressionnants, on fait un tas d'efforts. On peut pas faire un effort pour ceux qui, depuis des années, portent sur leurs épaules un poids très lourd de combattants et de participation au combat. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré. Ce sont les organisations féministes, donc certaines dont je fais entièrement partie, la question ne se pose pas. Mais là, je trouve que je comprends pas à quoi ça sert. Alors, moi, je pense que le minimum, ce serait tout simplement de décider que dans ces unités, il y a des tanks dans lesquels c'est mixte, des tanks dans lesquels c'est pas mixte. Même éventuellement de décider que même là où il y a une majorité de combattants, de soldats qui sont religieux, ils vont trouver d'autres solutions. On peut toujours trouver des solutions. Quand on est de bonne foi, on peut toujours trouver des solutions. Sans porter atteinte au féminisme et à l'avancement des femmes. Eh bien, on va en rester là. Effectivement, quand on est de bonne foi, on peut toujours trouver des solutions à tous les problèmes, même les plus complexes. Merci beaucoup, Peggy Sidor, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Rav Yoel Ben Arosh. Yoel, bonjour, Boker Tov.
Shalom, Boker Tov. Merci à vous, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est pour une très bonne, excellente raison que nous vous avons sollicité pour parler de votre dernier ouvrage. Alors d'abord, je ne pense pas que j'ai besoin encore de vous présenter, mais on va tout de même le faire. Vous êtes rabbin, vous êtes un expert en matière d'études de la Kabbalah et vous êtes bien entendu artiste. Et avec vous, je voudrais donc que l'on revienne sur nos derniers ouvrages que vous avez publiés, que vous publiez ces jours-ci, le nouveau livre qui est Les clés de la Kabbalah. Cet ouvrage, il a pour objectif, comme son nom l'indique, d'essayer d'apporter aux lecteurs les clés de la Kabbalah. Pourquoi c'est si important aujourd'hui, Yoël, de parler de la Kabbalah? Parce qu'effectivement, on le sent, on a le sentiment qu'on parle de plus en plus de la Kabbalah et que, on va dire, les commentaires de la Torah, du Niglé, eh bien, ils ne sont jamais épuisés, mais on a le sentiment qu'il y a dans la population une volonté d'aller plus loin, d'aller même rechercher, on va dire, les commentaires du Nistar. Alors, Daniel, vous avez raison complètement dans votre analyse et c'est pour une raison très simple que j'ai bien décidé donc de mettre au niveau de notre peuple, Bessiata Bishmaya, en toute humilité, cette notion de vision globale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre qui traite d'éléments de Kabbalah, il s'agit en réalité de l'élargissement de la vision de l'homme, de l'être, concernant notre rapport à l'infini, béni soit-il. Je veux dire par là, avec des mots simples, que nous avons l'impression que Dieu est religieux. Et là, je montre qu'il n'en est rien. La religion, ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est un lien avec l'infini au niveau du peuple d'Israël, mais au niveau de l'ensemble de l'humanité, et je dirais même de l'ensemble de toute la création. Et donc la Kabbalah, c'est comment recevoir les Kabbalah, c'est la réception ou la perception de ces valeurs divines et au niveau de l'ensemble des choses. À savoir que je ne peux pas prendre seulement un élément en négligeant l'autre. Je dois considérer que la vie est un organisme complet et de la même façon que j'utilise cette compréhension pour soigner mon corps, je dois aussi rencontrer les éléments de mon âme. À savoir que la Torah ne touche pas l'individu seulement, mais elle touche le collectif, elle touche en réalité toutes les nations du monde et tous les éléments du monde. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et donc cette vision élargie nous permet un accès beaucoup plus authentique des valeurs de la Torah. C'est en fait le but de ce livre, Be'ezrat Hashem. Alors c'est effectivement une nouvelle dimension, on en parlait hier avec Marc Eisenberg qui est calqué, on va dire, l'épisode des explorateurs sur la réalité israélienne, sans rentrer dans les détails. Mais ça, on peut le comprendre, c'est-à-dire comment on comprend, on va dire, les explications du Zohar, les explications de la Kabbalah, et comment on les traduit dans une forme de réalité israélienne aujourd'hui, de réalité on va dire, de l'ensemble du peuple juif. C'est très simple, le Hari Akadosh, le Harizal, nous donne un grand secret, justement, puisque vous avez mentionné la section des explorateurs. Le Harizal nous dit que leur erreur, c'est d'avoir regardé la réalité, ce qu'ils pensaient être la réalité, seulement avec les yeux extérieurs. Autrement dit, ce que l'intellect humain peut saisir, donc sa raison, son intellect, son monde rationnel, alors que Moshe les envoie pour regarder également les profondeurs de la terre, à savoir la partie secrète qui n'est pas vue au premier degré. Et les explorateurs n'ont pas fait cela, ne se sont focalisés que sur la partie superficielle et donc sont arrivés à des conclusions néfastes concernant la terre d'Israël. Eh bien, exactement, nous pouvons faire ce parallèle aujourd'hui, sans rentrer dans les détails. Il est des êtres qui voient l'extériorité, donc la face de l'information première, sans approfondir leur vision, et commencer à regarder en fait le monde avec les yeux quelque part du divin.
Eh bien, c'est exactement ce que la Kabbalah nous offre, c'est de commencer à appréhender la réalité avec d'autres lunettes, avec d'autres yeux, avec un autre regard. On va peut-être effleurer, on va dire, les secrets de la Kabbalah à travers votre ouvrage. Vous parlez des clés de la Kabbalah. Vous pouvez nous en donner quelques-unes au moins pour nous donner envie? Par exemple, on parle des sphirotes peut-être. Oui, je vais rester dans le domaine des explorateurs. Le texte nous dit que Moshe envoie les explorateurs, et je cite en hébreu, la tour et haaretz. Si vous prenez les initiales de la tour et haaretz, vous obtenez le nom de Léa. Okay. Or, Léa, nous savons dans la Kabbalah qu'elle représente le monde secret, le monde caché. Alors que les explorateurs, le texte nous dit qu'ils sont partis Rechov Levo Hamat. Et là, c'est les initiales de Rachel. Et là, la notion de Rachel dans la Kabbalah, c'est la notion extérieure. Autrement dit, je résume, Moshe les envoie pour voir Léa, le secret de la terre, le côté caché de la terre, et eux se focalisent sur Rachel, seulement le degré superficiel. Donc vous voyez ici deux notions, deux noms de femmes. Si vous ne les réunissez pas, vous n'avez pas de vision globale. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov va épouser ces deux femmes pour faire le lien entre le monde de Léa qui représente le monde caché et le monde de Rachel qui représente le monde dévoilé. C'est en faisant ce mariage avec ces deux sœurs qu'il y a une possibilité d'avoir une vision globale de tout ce que nous faisons. Alors, par exemple, quelle est la part des sphirotes, Alors, des sphirotes dans les clés de cette compréhension de la Kabbalah? Alors, nous avons en fait, entre l'infini et nous, en gros, une multitude d'écrans qui jouent le rôle de filtres pour ne pas être brûlés par la lumière de l'infini, pour nous donner la possibilité d'avoir un choix dans notre monde. Il y a en réalité des couches, on appelle ça des séphirotes. Donc il y en a 10 qui sont elles-mêmes subdivisées par 10 et jusqu'à l'infini. Et donc c'est à travers ce filtre-là que nous avons accès aux valeurs de l'infini. Plus exactement, c'est l'infini qui descend vers nous. Et selon le degré que je suis capable de toucher en appuyant sur le bouton d'une sphère ou d'une autre, eh bien, apparaît à moi une expression de la volonté divine selon la sphira en question. Donc les séphirotes, depuis celle qui est au-dessus, qui est Keter, qui est la couronne, en passant par la Chochma, la Bina, le Chesed, la Gvura, la Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, jusqu'à la Malchut, la dernière sphère, qui est la plus proche de nous. Et donc, il faut bien entendu, et c'est ce que je fais dans le livre, expliquer la notion de chaque séphira, son contenu et sa raison d'être, quelle est sa qualité et comment faire fonctionner tout ça, comment l'infini béni soit-il a tout mis ce système en place pour nous être accessible. Alors, ça donne envie effectivement de mieux comprendre, on va dire, et de mieux découvrir ces clés de la Kabbalah, mais comme on le fait dans cette émission, puisque c'est une émission d'actualité, je voudrais vous demander tout simplement on va dire, cet engouement pour la Kabbalah que l'on découvre aujourd'hui dans la réalité israélienne, il pourrait être donc le prélude à une forme de Géoula, de délivrance messianique, mais je voudrais savoir si vous pouviez nous donner des éléments, peut-être dans la réalité israélienne, dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans cette guerre qui n'en finit pas, dans ces événements que nous vivons et que nous avons le sentiment de vivre dans une dimension effectivement miraculeuse ou messianique. Comment on peut utiliser les clés de la Kabbalah pour mieux les comprendre sous ce prisme? Okay. Alors vous avez d'abord raison de connecter entre l'étude de la Kabbalah et la libération totale, la Géoula, ce qu'on appelle la Géoula. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav hashalom, dans le Zohar, nous dit que c'est grâce à cette étude que nous sortirons sains et saufs de ce dernier exil dans lequel nous étions et que nous sommes maintenant en train de revenir sur notre terre
pour dévoiler tout ce secret-là. Alors, pourquoi cette étude précisément et pas une autre? Justement parce que c'est l'étude de la Torah qui est liée à la matière même de la terre d'Israël. C'est comme si c'était la Torah de la matière. Alors que jusqu'à maintenant, nous pensions que la Torah était un esprit, là nous avons en fait une nouvelle relation avec la matière de ce monde qui contient, qui est censé révéler les valeurs de l'infini. Alors, tout ce que vous voyez dans la Torah, les mots, les terminologies, les choix des noms, ce sont des noms de codes. Et donc, si vous savez traduire ces codes, si vous avez un décodeur, eh bien, vous pouvez comprendre à quelle sphère ou autre sphère je peux référer le sujet en question. Par exemple, quand vous parlez de la guerre entre l'Iran et Israël, ou bien d'autres pays, eh bien, il faut savoir que dans la Torah, l'Iran appartient à une sphère, Israël appartient à une autre sphère, et tout le sujet ici, c'est comment faire que la lumière divine, à travers tous ces éléments qui parfois se contredisent, on arrive à dévoiler cette lumière sur terre. Alors, je ne peux pas le faire ici parce que nous n'avons pas vraiment le temps, mais c'est la source même de toute notre étude en ce moment, c'est de décoder en réalité les terminologies de la Torah pour savoir comment appréhender et voir l'information du jour avec les yeux qui sont les vrais yeux, le vrai regard sur l'actualité. Sinon, on s'y perd, sinon on tombe dans la peur et dans l'angoisse parce qu'on n'a pas cette vision globale. Voilà. En gros, ce que je dis, c'est que tout est déjà écrit. C'est à nous tout simplement de décoder, de dévoiler les choses et de mettre les choses en place. Et c'est très rassurant parce que quand vous allez rentrer dans le livre, vous allez voir, et j'arrive d'ailleurs à la fin, les derniers chapitres de ce livre, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu m'a permis de mettre en place, eh bien on parle du 7 octobre et de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant. Ça veut dire que l'actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas en dehors du système. Ce n'est pas un degré religieux, ce n'est pas un livre qui traite de religion. C'est un livre qui traite de la nation d'Israël sur sa terre et sa place au sein des nations du monde. Quel est son rôle au sein des nations du monde? Là est la clé véritable de la Kabbalah. Eh bien, on l'a bien compris et on vous remercie beaucoup, Rav Yoel Ben Harosh, de nous avoir éclairé donc sur cette voie-là, donc de découvrir, pour permettre de découvrir les clés de la Kabbalah et de les utiliser surtout pour mieux comprendre la réalité dans laquelle on évolue. Merci beaucoup, Rav Yoel Ben Harosh, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc la publication. D'abord, où est-ce qu'on peut le trouver, le livre? Il faut rentrer dans Orot Ekelim, c'est un Orot Vekelim, c'est un site, ou alors les éditions VAV. Vous marquez édition VAV, vous tombez directement et vous pouvez commander tout de suite le livre. Il est en ligne. Voilà, donc les clés de la Kabbalah, donc aux éditions VAV, le dernier ouvrage du Rav Yoel Ben Harosh. Merci encore, Yoel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous de m'avoir invité. Toda rabba, amen.